Merci de vos réponses. Des réponses très riches, beaucoup de choses qui sont dites. On remarque, je trouve ça très intéressant que la question de l'âge de la retraite ou juste de l'âge ressorte parce que moi-même, c'est quelque chose sur lequel je me penche un peu. À quel âge on est âgé? À quel âge on peut dire qu'on est âgé? Certaines personnes ne se sentiront jamais ainsi. C'est toujours une question qui m'intéresse beaucoup. La question des motivations, c'est différent quand on est jeune, quand on est plus vieux. Les baby boomers même, comparés aux plus vieux. Les jeunes vieux, les vieux vieux. Finalement, il y a pas mal de différences. Alors, ça va m'amener à la deuxième question. Comment on encourage, vous disiez un peu chez Suicide Action Montréal, c'est un peu un problème où c'est difficile de recruter des bénévoles âgés. Alors, comment on encourage le bénévolat auprès des personnes âgées? Si quelqu'un veut se lancer. Ben là, je vais peut-être commencer, mais ça va être court. Parfait. C'est sûr que on n'a pas trouvé vraiment la façon. C'est très difficile. Disons que les gens qui ont les cheveux gris comme moi, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux. Mais je crois qu'en se pluguant dans des organisations, c'est un peu la raison pour laquelle je suis ici. Un peu de vendre un peu rendre la bonne nouvelle, si on peut dire. Mais c'est sûr que quand on a quelques années d'expérience, autant au niveau professionnel qu'au niveau familial, qu'au niveau d'expérience de vie, pour un organisme comme Suicide Action Montréal, c'est de l'or en barre. Parce qu'au téléphone, souvent des gens qui ont de l'écoute, qui n'ont vécu beaucoup, qui n'ont vu beaucoup, souvent sont des gens qui sont capables de dire la bonne parole ou faire le bon silence au bout de la ligne pour permettre à l'appelant de se laisser aller. Je vais te laisser la place parce que tu connais mieux le bénévole. Oui. Disons, pour nous, au Catal, c'est beaucoup de bouche à oreille. Les gens qui viennent au Catal sont membres. Alors, ils commencent à venir à participer aux activités. Alors là, ils parlent à leur entourage. Il y a des postes de bénévolat. Alors, les gens souvent commencent par devenir participants et après, on leur demande s'ils sont intéressés à faire du bénévolat. On a toujours un lien avec Moisson Laval qui font du recrutement pour nous également. Sur notre site Internet aussi, on affiche les postes de bénévolat qui sont disponibles. Mais le bouche à l'oreille, je dirais que c'est la première façon, là, puis qui fonctionne parfaitement parce que les gens nous réfèrent des connaissances, des gens qui connaissent, qui savent en partant qu'ils vont bien se sentir chez nous, puis que ça va fonctionner. Mais on a des gens qui sont, je dis inconnus parce qu'ils sont plus jeunes que la clientèle, qui regardent notre site Internet puis qui trouvent ça intéressant parce qu'on offre beaucoup, beaucoup de services et d'activités. Et ils prennent contact avec moi et je les rencontre. Et puis par la suite, ça fonctionne aussi souvent. Je vais un peu dévier de votre question, si vous me permettez, parce que ce que je trouve fascinant, quand les baby boomers ont commencé à prendre leur retraite, on disait ça va être génial, ils vont faire énormément de bénévolat parce qu'ils sont très, très nombreux. C'est la cohorte les plus nombreux dans la société. Là, on le sait, la pyramide nous l'a vraiment prouvé. Ben non, ils ne sont pas venus au bénévolat parce qu'ils sont tellement occupés entre le CHSLD où leurs parents est installés, leurs beaux-parents, et la garderie où il faut qu'ils aillent chercher les petits-enfants, garder les petits-enfants, parce que leurs enfants, à eux, travaillent, puis ils n'ont eu un ou deux. Les baby boomers n'ont pas fait autant d'enfants que leurs parents, merci. Alors, ce qui fait que moi, j'étais certaine qu'elle allait débarquer à plein autobus au centre d'hébergement pour faire du bénévolat, mais pas du tout. Et comme vous disiez tantôt, c'est des gens très sélectifs. Ils sont libres le mercredi de 9 h à 11h30. Bien, moi, les besoins au centre d'hébergement, c'est pas ça. C'est plus de 13 h à 16 h. Donc, c'est pour ça que la cohorte qui est avant eux, les traditionnels, moi, me conviennent beaucoup mieux. Donc, la question était de comment on les encourage. C'est sûr que moi, c'est ceux-là que j'aime le plus parce qu'ils sont disponibles en après-midi.
Là où parfois ça commence à poser problème, c'est quand ils sont un peu trop vieillissants et que je me demande à la limite lequel est le résident du centre d'hébergement et lequel est le bénévole. Et je le vis avec les familles, parce que pour moi, une famille, c'est une famille, un bénévole, c'est un bénévole. Moi, je ne mélange pas ça. Mais il y a des fois où je suis obligée de dire aux bénévoles, je pense que là, vos pertes de mémoire, vos problèmes de comportement, ça commence à poser problème. Donc, oui, je veux bien les prendre, mais ça commence à me poser problème parfois. Excuse, là. Comment vous faites comment vous faites pour comment vous faites oui, mais pour dire à quelqu'un pas t'es plus bon, mais presque, parce que nous aussi des fois on a ce problème-là, mais c'est très difficile de dire à quelqu'un tu peux plus faire ça ou tu devrais ralentir ou c'est un peu les blessés aussi, dans le fond. Oui. C'est la partie la plus difficile qu'on a, c'est que quand il y en a quelques-uns à qui ça arrive, on ne sait pas trop comment leur dire, finalement. Alors, vous leur dites carrément. T'es plus bon. Surtout chez nous, c'est que les gens sont participants et membres avant d'être bénévoles. Alors, ils sont déjà chez nous. Alors, leur enlever la responsabilité d'être bénévole, ça peut être un défi pour nous. On essaie. Heureusement, ça n'arrive pas souvent. Souvent, les gens s'en rendent compte par eux-mêmes qu'ils vont arrêter d'être bénévoles, mais ils vont continuer à participer, à être présents aux activités. Mais c'est sûr que c'est une situation qu'on doit vivre avec les bénévoles qui vieillissent. J'ai malheureusement pas de recette toute faite parce que ça dépend de chaque personne et ça dépend de son noyau familial. Alors, je prends beaucoup de notes sur ce qui se passe quand ils ont des problèmes de comportement, mais je vais beaucoup m'associer avec leurs enfants, leurs petits-enfants, le conjoint. Il m'est déjà arrivé de dire à une bénévole qui avait une gastro et que les bénévoles ne viennent pas à ce moment-là au centre d'hébergement faire leur bénévolat. Puis que je ne l'ai pas rappelé après quand la gastro a été terminée. On développe à un moment donné des stratégies où on y trouve d'autres tâches, mais c'est vraiment très difficile. Nous, ce qui nous aide aussi, c'est qu'on a des intervenants de milieu sur place. Alors, on les intègre dans le processus également pour avoir des bonnes discussions avec soit les participants ou les bénévoles dans notre cas. Alors, on essaie en équipe de gérer la situation, mais disons que ce n'est pas une problématique, là. Chez nous, ce n'est pas une problématique. Je trouve ça assez cocasse que là, on parle de comment on fait pour dire non aux bénévoles. Moi, je me demande peut-être plutôt... une fois qu'on a un bénévole, mettons qu'on craque l'œuf du baby boomer qui veut pas, une fois qu'on a ce baby boomer-là qui accepte de faire du bénévolat, comment on le garde, comment on le maintient, comment est-ce qu'on développe cette fidélité-là au bénévolat? Oui, Linda. Bien, chez nous, au Catal, on a quand même un bon programme de reconnaissance de bénévoles. On a des activités, on leur offre de la formation, ils ont des avantages, ils ont une description de poste, alors un suivi également, un genre d'encadrement, mais sans évaluation formelle, parce qu'encore là, ça dépend du type de poste. On n'est pas trop... je ne vais pas dire sévère, mais on accepte le bénévole avec ses défauts, ses qualités, puis on essaie de... C'est sûr qu'il y a un encadrement, mais les bénévoles demeurent longtemps chez nous parce qu'ils sont bien traités, ils nous le disent. Comme je disais précédemment, c'est une famille chez nous. Alors, avant d'être bénévoles, ils sont membres du Catal. Alors, c'est vraiment en leur offrant plein de choses, en les écoutant leurs problèmes, en les laissant beaucoup d'autonomie aussi, parce qu'ils sont là pour nous aider. C'est quelque chose que jamais j'oublie. Ils sont là pour nous aider. Alors, il faut leur dire merci, parce que sans nos bénévoles, on ne pourrait pas offrir tous les services qu'on offre présentement. Parfait. Merci.
Alors, on arrive maintenant à la troisième question, la plus pointue. Alors, on se demande, contexte de vieillissement de la population, bénévolat, de plus en plus, on parle des... De plus en plus, on parle des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et on se demande comment les organisations et les bénévoles âgés, comment ils s'adaptent à cette transition-là au numérique? Ou comment ils ne s'adaptent pas à la transition? D'accord. Au centre d'hébergement, j'ai créé, comme je suis responsable aussi des loisirs et du bénévolat, il y a le programme d'activité mensuel que j'envoie aux bénévoles. Et je me suis fait un groupe courriel, mais pour eux qui sont pas encore, qui n'ont pas le goût de toucher à l'ordinateur, qui ne sont pas dans les courriels, qui ne sont pas dans le Facebook, je l'envoie par la poste tout simplement. Et je l'épingle au babillard dans le local des bénévoles pour qu'ils aient la même chance que l'autre de le recevoir par courriel parce qu'ils n'ont pas le goût d'embarquer là-dedans, puis c'est correct, je les respecte là-dedans. Donc, le babillard Post Canada et beaucoup encore des réunions. Bien, moi, c'est le mardi en fin de journée, là, au début d'après-midi. Une réunion avec un café puis du papier. Et là, je leur transmets les nouvelles ou je délègue une à qui je téléphone puis j'appelle les autres. Mais je respecte ça parce qu'elles n'ont pas le goût d'embarquer là-dedans puis ça ne me donne rien de me battre. Mais pour les autres, j'ai donc créé un groupe courriel pour les jeunes bénévoles et pour les familles aussi qui reçoivent donc le programme d'activité avec les nouvelles à chaque mois. Et c'est correct. Donc, ça veut dire que toutes les tâches, par exemple, de faire les statistiques des bénévoles, c'est les plus jeunes qui me font ça. Puis j'essaie surtout de ne pas faire sentir que c'est pas grave si vous n'êtes pas sur Facebook. C'est pas la fin du monde. On peut encore se parler puis se téléphoner. Là, c'est vraiment correct chez nous. Chez nous, je dirais, sur les 75-80 bénévoles actuellement, il y en a peut-être 5 qui ne sont pas connectés. Alors, dans ce cas-là, c'est le téléphone, c'est en personne parce qu'on les côtoie, ces bénévoles-là. Alors, l'information circule sans problème. Et pour les tâches administratives, bien, les bénévoles, habituellement, sont plus jeunes. Alors, il n'y a vraiment pas de problématique à ce sujet-là. Mais de toute façon, même avec la technologie, je dirais, le face-à-face, c'est encore le meilleur moyen, surtout avec une clientèle de cet âge-là. On a une page Facebook, on a un site Internet, alors les gens sont quand même habitués et aptes à aller voir. Et on a même offert des cours avec des iPads. Donc, les gens qui étaient intéressés ont tous suivi ces formations-là. C'est surprenant de voir, même moi, ma mère qui a 86 ans, elle lit sa tablette à tous les jours. Alors, on peut être surpris des fois de voir comment les gens sont capables d'apprendre encore. Alors, on peut leur montrer de temps en temps des petits trucs simples, mais qui pour eux, c'est plus gros. Moi, je vais parler plus pour fibrose kystique parce que sur le comité, la majeure partie des gens ont, je dirais, 45-50 ans parce que c'est le soir, puis beaucoup de gens travaillent. Donc, et la majeure partie aussi, comme on a dit tout à l'heure, en ne travaillant plus, n'ont plus de réseau. Donc, même s'ils sont sur Facebook, même s'ils regardent des choses, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Alors, on a des jeunes, comme mademoiselle ici à côté, qui est sur le comité. Et elle et un autre jeune homme, eux, ils travaillent sur Facebook et ils arrangent toutes les choses sur le numérique parce qu'évidemment, nous autres, on en fait, mais jamais comme eux, ils peuvent mettre des capsules ou faire ci ou faire ça. Alors avec ça, on arrive à faire ce qu'on veut quand même et divulguer les activités qu'on a ou les choses qu'on peut faire. D'accord? Je pense qu'il faut réaliser que pour les personnes âgées qui ont 70 ans et plus, le rythme pour
la plupart d'entre eux, le rythme des développements technologiques a été phénoménal. Tout simplement phénoménal. Plusieurs ont perdu la route, si on peut dire. Mais je pense que de ce côté-là, il faut revenir à une approche plus terre-à-terre, face à face. Pour ceux qui ont autour de 60 ou qui sont à quelques années de leur retraite, la plupart sont assez bien initiés aux réseaux sociaux, aux moyens technologiques, mais demandent quand même, dans le cadre du bénévolat, d'être encadrés de façon, d'être formés. Je trouve intéressant l'affaire des iPads que Linda a dit. C'est une bonne façon aussi de s'assurer qu'ils vont suivre la parade, si on peut dire. À Sous-Section Montréal, c'est encore plus problématique parce que de plus en plus, les appels à l'aide peuvent venir souvent des réseaux sociaux. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais par l'Association québécoise de prévention du suicide, dans lequel Sous-Section Montréal est impliqué, il y a un projet pilote de stratégie numérique qui vise à essayer d'avoir non seulement une approche auprès des appelants suicidaires par téléphone, mais également par chat, par réseaux sociaux. Et c'est complexe. C'est énormément complexe. Quand vous appelez chez Vidéotron ou chez Rogers, que vous chattez parce que vous avez un problème, la personne au bout du fil en a peut-être 4 ou 5 clients en même temps. Il faut penser dans ce contexte-là, lorsqu'on parle de Suicide Action Montréal ou d'intervention auprès des personnes suicidaires. Et c'est assez complexe. Ça prend une plateforme technologique très avancée et très stable. Ça prend aussi un personnel qui est bien formé. Et je crois que pour l'instant, bénévole, c'est un peu rêver en couleur. Parce que ça varie, ça change beaucoup. Maintenant, je voudrais ajouter que par rapport aux réseaux sociaux, à la publicité du bénévolat sur les réseaux sociaux, je voudrais ajouter un point. Nos jeunes retraités ou ceux qui vont prendre notre retraite bientôt sont déjà assez envahis de toutes sortes de messages sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Ça finit plus. Donc, il faut avoir une approche publicitaire, une promotionnelle assez attirante pour venir, ce que je disais, pour qu'ils se sentent utiles, qu'ils soient attirés vers un bénévolat, qu'ils viennent répondre à leurs aspirations, à leurs passions. Et parfois, il manque d'imagination dans les outils de promotion via les réseaux sociaux.